Bonjour, dans ce premier épisode des Little Public, on va parler de connus et d'inconnus. C'est toi que je t'aime. Non, pas cela, mais c'est dommage. Les grands éditeurs ont des tonnes de petites trouvailles intéressantes dans leur placard. Des trouvailles souvent inconnues du grand public et qui ne demandent qu'à être découvertes. Aujourd'hui, le connu, c'est Marvel. Oui, ça commence fort, mais pas pour rien. L'inconnu donc, en toute logique, ce ne sera ni Iron Man, ni Captain America, ni Hulk. Aujourd'hui, l'inconnu, c'est les fugitifs. Générique. Donc, les fugitifs, c'est quoi exactement? C'est un comics commencé en juillet 2003, publié chez Marvel aux USA et chez Panini Comics en France. Ici on parlera principalement du volume 1, qui correspond au tome 1 à 3 en France. Le scénario est écrit, au début en tout cas, par Brian fucking Vaughan, aussi auteur de Y, le dernier homme, Pride of Baghdad, ou encore Saga. Juste Saga. Si vous aimez la SF, n'hésitez pas. Au passage, il a aussi été scénariste pour des séries, quelques épisodes de Lost, et plus récemment la série Under the Dome. Et au dessin, on a Adrian Alphona, un dessinateur de chez Marvel, qui a ensuite travaillé sur Uncanny X-Force, en 2013, et plus récemment sur Miss Marvel, la nouvelle Miss Marvel de Marvel Now que je vous conseille également. Les fugitifs racontent l'histoire d'un groupe d'ados normaux se connaissant depuis quelques années grâce aux réunions annuelles de leurs parents. Tout se passe normalement jusqu'à ce que, attention, spoiler de la fin du chapitre 1, ils tombent sur un passage secret et se rendent compte que leurs parents sont en fait des super-vilains. Ils font donc une fugue, d'où le titre, s'aperçoivent petit à petit qu'ils ont tous plus ou moins des super-pouvoirs et créent un groupe de super-héros. Au niveau des personnages, on a de tout. Alex, fils de génie du crime, Nico, une sorcière, Carolina, une extraterrestre qui utilise l'énergie, Chase, fils de savant qui utilise des gadgets, Gertrude, fille de voyageur temporel utilisant un lien télépathique avec un dinosaure, et Molly, une mutante qui a une super force. Le souci qui fait que ce comics n'est pas connu vient sûrement du fait des faibles ventes malgré un succès critique. 3 récompenses et 4 nominations. Et des nombreuses annulations et changements d'équipe. Qu'est-ce qui fait que ce comics est bien? Déjà, l'histoire. Suivre les aventures de cette bande d'ados qui se retrouvent super-héros du jour au lendemain est vraiment passionnant. Aussi bien dans les rencontres qu'ils font, Cloak and Dagger, Captain America, ou encore le Punisher, ou encore les relations entre les membres du groupe qui évoluent sans cesse. On pourra dire ce que l'on veut, mais Brian Vaughan sait faire avec les scénarios. Oui, on dit un scénario et des scénarios. L'autre point fort est le deuxième membre de ce duo, le dessinateur Adrian Alphona. Quand le comics est sorti, il faisait partie de la publication Tsunami chez Marvel, qui était censé attirer les lecteurs de manga chez eux. Initiative qui s'est plutôt ratatiné la gueule, à cause d'un succès mitigé d'une série à l'autre, mais surtout à cause de mauvaises ventes. Le dessin est très bon, et ne dites pas, c'est normal, c'est Marvel, parce que des fois, Marvel peut publier des trucs assez space niveau graphique. Les couvertures de Joe Shen, parce que c'est elle qui en fait la majorité, sont superbes. Elle a un site directement identifiable entre mille. Voilà une couverture des fugitifs. Et maintenant, voilà une couverture de Buffy. Et enfin, une couverture de Star Wars. Si vous ne voyez pas la ressemblance, je peux plus rien pour vous. Mais rien n'est parfait. Le premier défaut de ce comics est selon moi qu'il a été écrit pour plaire à un public adolescent, à cause de Tsunami. Pour un public voulant des thèmes adultes, une histoire très sombre, ou d'autres choses du genre, ce comics n'est pas fait pour eux. Et c'est ce que la plupart lui reprochent. Mais après,
Peut-on vraiment faire l'histoire d'un groupe d'ados sans le faire agir comme des ados? Cela n'aurait plus vraiment de sens. On a aussi le droit, après cet arc, à de nombreux changements d'équipe artistique. Après, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. À titre d'indication, il y a eu Joss Whedon au scénario. Mais si, vous savez, le même type qui a fait le film Avengers, c'est aussi fait partie de l'équipe qui a écrit le scénario de Toy Story. Et ouais. On trouve aussi des moments un peu sortis de nulle part, comme par exemple, attention, léger spoil du tome 2, l'arrivée d'un vampire. Stop. On s'arrête une minute. On se calme, on reprend son souffle. Je suis sûr que vous vous dites que ce passage a été mis pour surfer sur le succès de Twilight. Le truc, c'est que le comics est sorti l'année d'avant, donc ça n'a aucun rapport. En tout cas, je trouve quand même ce passage mal amené et pas franchement utile. Pour finir, c'est un bon comics que je conseille si côté ado ne vous dérange pas. Vous aurez une bonne histoire pleine d'action et de super pouvoirs. Autre problème de cette série, c'est que ces premiers tomes ne sont plus publiés et donc deviennent rares. Si vous trouvez un volume d'occasion à moins de 15€, c'est une affaire. Donc, bonne chance pour trouver un de ces tomes. Sur ce, bonne lecture et à la prochaine. Pour la fin de cet épisode, nous allons demander à notre invité du jour, Vegeta, de nous donner son avis sur l'émission. Alors, Vegeta, qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode? It's over 9000! Bon, je crois que le message a été clair.